Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai les yeux vitreux, donc je sors du bistouri d'une opération laser pour les yeux, alors vous m'excuserez. Disons que l'humeur aqueuse prend un autre sens ces derniers jours. Alors, je m'appelle Marc-André Girard, je suis effectivement directeur au Collège Beaubois, directeur du secondaire. Je suis également auteur, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le changement en milieu scolaire québécois. Et je suis blogueur, je suis très actif sur la scène, sur la blogosphère québécoise lorsqu'il est question d'éducation. J'ai un blog, si vous écrivez Emma Girard dans Google, vous allez me trouver facilement. Entre autres aussi sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait un mot-clic tantôt, il est passé un petit peu trop vite pour que je puisse le répéter. Mais je vois que certains d'entre vous, peut-être vous avez vos appareils numériques, je vous encourage à tweeter. Puis c'est intéressant parce que je vais lancer des idées et des fois ces idées-là au contact de vos idées peuvent permettre à d'autres personnes d'avoir d'autres idées. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on fait avancer l'éducation. Donc, le changement. Je vais vous parler de changement très rapidement, juste une petite mise en situation. Et tranquillement, on va s'en aller vers les nouveaux paradigmes, donc comme le thème de la conférence, pour éventuellement toucher à la technopédagogie. Je sais que c'est un terme qui fait sursauter un petit peu, mais je vais clarifier certaines petites choses en cours de route. Donc, dans un premier temps, le changement. Le changement, c'est quelque chose d'inconfortable pour tous les humains, bien évidemment. C'est quelque chose de naturel. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que quand on parle de changement, on a tendance à polariser une situation. Donc, d'un côté, on a tout l'aspect traditionnel, l'aspect confort. On fait appel à notre conservatisme d'être humain. Mais de l'autre côté, on a un besoin de changer, justement, d'innover, d'avoir des nouvelles pratiques. Donc, ces deux façons, ce dilemme-là qui est en chacun de nous, crée ce qu'on appelle une certaine brèche, si je reprends les termes d'Edgar Morin, dans le paradigme perdu, peut-être que vous avez déjà lu quand vous étiez au cégep. Donc, ça crée une certaine brèche qui crée justement cet inconfort-là. Donc, d'un côté, le confort, la sécurité, de l'autre côté, tout le côté de l'insécurité puis de l'inconnu qui nous attend. Pourtant, le changement, c'est quelque chose de très naturel. On parle fréquemment de la théorie le darwinisme. On dit souvent, par exemple, que pour Darwin, c'est les personnes qui sont les plus fortes qui survivent, alors qu'en réalité, c'est celles qui sont le mieux adaptées à leur environnement. Alors, le changement, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de naturel, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de changement. Si notre espèce a réussi à perdurer depuis tout ce temps-là, c'est parce que, justement, on a été capable de s'adapter. Donc, la posture de l'être humain à travers le temps, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, la façon que ça se termine en bas, ça, c'est peut-être plus de l'ordre de la caricature, mais quand même, il y a quelque chose d'inéluctable dans l'évolution humaine. Ici, j'ai absolument aucune qualification en cantonais, sauf qu'en lisant un livre, j'ai appris que le mot changement, en réalité, c'est deux pictogrammes chinois qui représentent une certaine dualité. Donc, premièrement, le pictogramme gauche, c'est le danger, et celui de droite, c'est l'opportunité. Donc, on voit que dans la définition, du moins la définition chinoise du mot changement, il y a déjà cette dialectique que je vous parlais tantôt, ce dilemme entre le changement, pas le changement, mais le danger et l'opportunité, l'appréhension, le gain. Donc, ça veut dire qu'on a quelque chose, il faut qu'on accepte de le remettre en jeu pour pouvoir accéder à autre chose. C'est un petit peu ça, le changement, finalement. Donc, ça, c'est pour une petite mise en situation très simple. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il existe une résistance au changement? Il y a un petit, ce que vous avez ici sous les yeux, une petite bande dessinée qui explique bien que tout le monde veut le changement, mais personne ne veut changer. On parle souvent du changement lorsqu'il est question de politique, mais ce changement-là, quand ça demande une implication humaine, c'est quelque chose qui prend une autre dimension. Aussi, ce qui est intéressant quand on parle de changement, ce qui est important, c'est que si on prend le principe d'Archimède, que vous connaissez peut-être si vous faites appel à vos souvenirs scientifiques, encore une fois, à la base, je suis prof d'histoire, alors vous m'excuserez si je démolis un peu le principe d'Archimède, mais lorsqu'on immerge un solide dans un fluide, donc le volume de ce solide-là va déplacer un volume équivalent de ce fluide-là. C'est la même chose pour le changement. Lorsqu'on immerge quelque chose de nouveau dans une société, dans une organisation, la réaction, elle est équivalente à ce changement-là. Donc, le changement, plus il est important, plus la réaction négative à prévoir, elle est importante aussi. Donc, autrement dit, les résistances au changement sont normales et puis on pourrait très bien dire que sans résistance, il n'y aurait tout simplement pas de changement. En éducation, il y a une métaphore intéressante qui s'appelle la métaphore du crayon. Peut-être que vous avez déjà entendu parler.
La pointe, donc la mine, ce sont les leaders, ce sont ceux qui sont nos intrépides qui se lancent vraiment, et puis qui documentent, qui essaient, qui tâtonnent. Et on a aussi ceux qui sont les affûtés, donc l'espèce de barre, ce qu'on aiguise avec le crayon, qui, eux, regardent comment nos intrépides se cassent la marboulette pour pouvoir en tirer des conclusions et s'adapter au fur et à mesure que le changement progresse. Ensuite, on a le corps du crayon qui est ce qui est appelé les consommateurs, mais c'est des personnes qui sont prêtes à changer, mais qui sont peut-être un petit peu insécures, qui ont besoin justement d'aide et puis d'accompagnement pour faire ce changement-là. Ensuite, l'espèce de bague qui tient les faces, on pourrait dire que ce sont les traditionnels, ceux qui sont bien agrippés à cette culture-là. Et finalement, les faces, c'est ceux qui effacent qu'est-ce que les affûtés, nos leaders ont fait comme essai. Donc, autrement dit, souvent, il y a cette espèce de règle non écrite-là, le 10-90. Tantôt, je parlais au dîner. Donc, on a toujours 10 des personnes qui sont la tête du changement. On a 80 de ces personnes-là qui sont malléables. Et puis, finalement, on a 10 de ces personnes qui vont essayer de nous freiner. Donc, on parle de changement, de résistance au changement en éducation, puis on en parle beaucoup. Je veux dire, présentement, avec les négociations, on entend fréquemment parler. Et puis, on s'approprie un petit peu tout le vocabulaire du changement en éducation. Mais pourquoi est-ce que c'est vrai, premièrement, qu'en éducation, le changement est moins bien vu et pour quelles raisons? Dans un premier temps, ce qui est important de comprendre, c'est que le changement en éducation, il y a eu beaucoup de changements en éducation récemment. Et le changement, au moment où on est, donc cette espèce de virage pédagogique, technologique, moi je pense que c'est un virage de modernisation, passe moins bien parce que depuis les 15-20 dernières années, il y a déjà eu beaucoup de changements qui ont eu tendance peut-être à amenuiser cette capacité d'adaptation chez les professionnels de l'éducation, qu'ils soient enseignants, directeurs ou professionnels non enseignants. Donc, on parle d'un nouveau bulletin, les nouveaux bulletins qui ont changé, les cotes, les notes qui ont un peu de tergiversation à ce niveau-là. Il y a aussi toute la question du renouveau pédagogique, donc un nouveau programme, le fameux, moi je pense qu'il n'y en a pas, mais est-ce que cette fameuse opposition-là, selon certains, entre les compétences et les connaissances, on ne peut pas enseigner des compétences, bon, etc. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais on pourra en discuter sur une autre tribune. Le bulletin unique, les nouvelles relations aussi qu'on a avec notre clientèle, qu'elle soit élève ou parents, donc les fameux parents hélicoptères. J'ai écrit un article dans Le Devoir il y a peut-être 1 an et quelques qui s'appelait « Moi, mon enfant ». Donc, « Moi, mon enfant », quand on reçoit un appel, et ça arrive fréquemment, et souvent le parent commence par sa phrase par « Moi, mon enfant ». Donc, l'aspect revendicateur du parent, l'aspect revendicateur des enfants aussi. Donc, tous ces changements-là, les élèves à besoins particuliers, comment on pourrait aussi les oublier? Les élèves à besoins particuliers qui sont intégrés aux classes régulières. Donc, avec tout ça, comment est-ce qu'on ne pourrait pas être un petit peu fatigué ou inquiet à l'idée d'encore une fois changer? Pourquoi changer? Mais c'est très simple. Présentement, les élèves, j'ai sorti cet article-là qui date du mois d'octobre dernier, un sondage qui a été fait aux États-Unis. Je sais que c'est américain, ça ne représente peut-être pas nécessairement ce qui se passe au Québec, mais ils sont venus à 3 conclusions. Premièrement, les élèves sont ennuyés, ils sont fatigués et ils sont stressés. Donc, ennuyés. J'ai aussi écrit un article qui s'appelle « Les élèves fantômes », peut-être vous avez vu dans la presse il y a quelques mois. Les élèves sont présents en classe, physiquement, mais absents mentalement. Donc, ils sont un petit peu partout, dans leur agenda, dehors, avec leurs amis, leur téléphone cellulaire dans les poches, etc., etc. Donc, on est pris avec des élèves qui sont de moins en moins engagés, qui sont de moins en moins mobilisés. Alors, le goût d'apprendre disparaît tranquillement. Alors, les constats d'échec, il y en a plusieurs. Premièrement, si on regarde, le système de l'éducation est sous le feu des critiques de toutes parts. Autant les parents, les enseignants, les syndicats, même les politiciens, les directeurs, tout le monde a son mot à dire en éducation. Mais je pense que le critère, l'indicateur le plus important dans tout ça, c'est le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire oscille, bon an, mal an, entre 15 et 25 %. Récemment, les nouveaux indicateurs de l'éducation sont sortis, je pense, il y a 2 semaines. Je les ai feuilletés, je ne les ai pas regardés. C'est un document d'une 50aine de pages. Je n'ai pas eu l'occasion de les regarder. J'ai cru entrevoir que le taux de décrochage scolaire avait légèrement baissé, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Si ma mémoire est bonne, c'est 17 %. Mais 17 %, c'est énorme. C'est presque 1 élève sur 5 qui n'a pas son diplôme. Donc, qui on blâme dans tout ça? Est-ce que ce sont les enseignants? Est-ce que ce sont les écoles, les directeurs, les commissions scolaires, les politiciens?
Je pense que c'est un heureux mélange de tout ça. Mais juste pour vous donner, je ne sais pas si vous avez déjà pris la peine de réfléchir à tout ça, il y a eu, depuis Paul Gérin-Lajoie, en 1964, il y a eu 27 ministres de l'Éducation. 27 ministres de l'Éducation en 50 ans. On vient de célébrer le 50e du ministère de l'Éducation l'année passée. Donc, 27 ministres de l'Éducation. Depuis la réforme Marois, donc fin des années 90, on est à 11. 11 ministres de l'Éducation. En réalité, 10 personnes parce que la ministre Courchain est revenue 2 fois, mais quand même, en présumant, c'est quand même 11 ministres en 15 ans, 17 ans, 18 ans. C'est quand même énorme. Donc, l'espérance de vie d'un ministre de l'Éducation n'est même pas de 2 ans. Et c'est difficile dans ce temps-là d'établir une vision, un leadership quand tout change avec les régimes politiques. Aussi, l'OCDE, dans un rapport qui a été publié au début de l'année civile, donc janvier dernier, disait qu'il y avait un élève sur 5 qui n'avait pas les acquis nécessaires pour assumer pleinement sa place dans la société, ce qui est quand même assez inquiétant. C'est très, très large. C'est quoi les acquis nécessaires? On pourra en discuter longtemps, mais à tout de moins, ces élèves-là ne sont pas prêts à jouer leur rôle de citoyen dans une société à plusieurs égards. Aussi, c'est un petit peu la faillite du modèle que j'appelle « one size fits all », l'espèce de chapeau qui fait à tout le monde en éducation, en pédagogie. Par exemple, il y a 2 petites caricatures qui sont ici qui expriment bien de quoi il s'agit. Bon, la première, certainement que vous l'avez déjà vue, on veut évaluer les capacités d'un être vivant à grimper dans un arbre, et on a quelqu'un qui évalue, et cette personne-là, bien, donc le poisson, il faut qu'il fasse la même chose que l'éléphant et le chimpanzé qui trouvent ça très drôle, d'accord? Et de l'autre côté, en bas, on a un chercheur qui dit que la pieuvre est l'animal le plus intelligent si on le compare au chat, parce que la pieuvre est capable de faire un casse-tête sous l'eau, alors que le chat flotte à la surface. Alors, vous voyez, c'est un petit peu la même chose. On a une clientèle qui est de plus en plus diversifiée dans nos classes et le principe de la différenciation pédagogique devient primordial. Mais on a encore cette espèce de carcan de rigidité, d'adapter notre enseignement, notre approche auprès de ces élèves-là en fonction de leurs difficultés ou en fonction de leurs intérêts. Toujours pourquoi il faut changer. Le modèle, je ne sais pas si vous avez déjà pris la peine de réfléchir sur le modèle scolaire. Les élèves ne gèrent absolument rien. Les élèves, leur travail, c'est de se présenter. Parce que le temps est géré à travers des cloches. Ding, ça commence, ding, ça finit, ding, ça recommence, ding, ça finit, ding, ding, c'est l'heure du dîner, pardon, ding, ça repart, et ainsi de suite. Tout ça pendant 180 jours, multiplié par, multiplié par 11, 12 ans, tout et partout, primaire, secondaire. Et l'espace est contrôlé, donc dans une classe, soit dans une cafétéria, soit dans une école, soit dans une cour d'école, mais tout est toujours confiné. Le comportement des élèves, c'est un incontournable avec les règles de vie qui existent. Donc, tout même les savoirs, ce que les élèves doivent voir est cerné par le ministère de l'Éducation et la progression des apprentissages. Donc, où est le rôle de l'élève là-dedans? Où est-ce qu'il peut dire « moi, j'aime mieux ça. Ah, moi, j'aimerais ça parler de ça. Ah non, on ne peut pas, on va manquer de temps à la fin de l'année. Là, tu as un examen du ministère, il faut que tu fasses ta production écrite, puis il faut que tu la fasses au moins 5 fois pour être capable de réussir quand ça va être la production écrite en secondaire 5. » Donc, il y a cette urgence-là, les élèves qui sont pris dans tout ça et qui en font les frais. Donc, on parle de changer de paradigme. C'est le thème du colloque d'aujourd'hui, changer de paradigme. Donc, de partir d'une situation où, si vous regardez à votre gauche, l'enseignant est sur la tribune. Donc, ce qu'on appelle, c'est un terme américain, je vais le répéter en anglais, qui est sage on stage, donc un sage qui est sur la tribune, qui donne toutes les informations à ses élèves, donc qui est un peu le guichet unique de la connaissance dans cette classe-là, et qui doit se déplacer tranquillement vers la classe, donc vers les élèves, guide on the side. Donc, de la tribune, on passe aux côtés des élèves pour les aider à évoluer, à avancer. Ça ici, ça l'exprime bien à gauche, le modèle unique que je vous parlais, le modèle directif, le modèle transmissif. Et à votre droite, vous avez le modèle qu'on pourrait qualifier de réticulaire. Donc, le réseautage, les informations qui circulent entre les élèves sans vraiment de limite. Et l'enseignant, c'est un facilitateur, c'est un organisateur, c'est un orientateur, c'est un guide. J'ai dit un orientateur, je m'excuse, un orienteur, c'est un guide. Donc, c'est cette personne qui catalyse tous les acteurs, tous les élèves ensemble, qui les dirige vers les bonnes ressources pour pouvoir mener à bien leurs tâches. C'est aussi la faillite à droite du système d'enseignement en silo. Je ne sais pas, dans vos écoles, dans vos universités, dans vos cégeps, mais on a tendance à beaucoup travailler en silo, même encore aujourd'hui en 2015, même à l'ère de la mondialisation depuis une vingtaine d'années. On parlait de pédagogie active tantôt.
Donc, la pédagogie active, c'est un peu l'antidote à tout ça. C'est de rendre l'élève actif dans sa propre démarche d'apprentissage. Donc, lui permettre de jouer un rôle immédiat, rapide, dans sa propre démarche, au lieu d'en être le spectateur. Pensez-y à quel point c'est pathétique. L'élève est spectateur de sa propre démarche d'apprentissage. Donc, apprentissage signifie de faire un effort, d'être actif dans tout ça. Mais actuellement, ce n'est pas tout à fait le cas. Et s'il y a des enseignants dans la salle, j'ai vu que c'était assez hétéroclite comme audience. Pour les enseignants, faites juste prendre la peine 2 secondes de vous détacher pendant que vous enseignez et puis de regarder le faciès de vos élèves. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai les projecteurs, fait que je ne peux pas voir si vous êtes achalé ou pas. Fait que je vais continuer. Donc, on parlait de pédagogie active. Si jamais ça vous intéresse, prenez ce site en note, vous irez jeter un petit coup d'œil. C'est quoi, 7-8 pages? Effectivement, je suis co-signataire de ce manifeste-là, avec lequel j'ai pu travailler avec 7 autres enseignants répartis un peu entre Montréal et Québec, primaire, secondaire, privé, public, commission, conseiller pédagogique, direction, enseignant, bref, un beau ramassis de différentes personnes, de différentes perspectives, très, très intéressant. Puis comme j'expliquais tantôt à M. Deglise, tout a été fait à distance, en collaboration, à travers des outils, Google Doc pour ne pas le nommer. Alors, ça a été une belle expérience en soi et ça a été fait rapidement et efficacement. L'année passée, je sais que vous avez parlé des natifs numériques. Je ne développerai pas énormément là-dessus, mais pourquoi il faut changer? Il y a un fossé générationnel important entre les élèves et nous. Pensez-y, tous les élèves actuellement au primaire et secondaire sont tous nés, sans exception, après 2000. Donc, ils sont tous issus du 21e siècle. Et tous leurs enseignants, sans exception, sont nés avant, donc au 20e siècle. Donc, en partant, on a présentement la meilleure représentation de ce que sont les natifs numériques et les immigrants numériques. Je me souviens, je suis un immigrant numérique. Je me souviens quand Netscape est sorti, là, on sortait de nos cours à l'université, on allait à la bibliothèque, puis on allait voir le N avec les espèces d'étoiles qui défilaient. Là, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Puis l'espèce de voie lactée qui avançait, puis aussi on allait chatter sur MIRC, ce qui était fantastique à ce moment-là, ce qui n'a absolument rien à voir avec Facebook aujourd'hui. Mais je me souviens de mes premiers pas sur Internet, comme vous pouvez voir, c'était vraiment pédagogique. Donc, toujours lorsqu'il est question de pourquoi changer, j'ai identifié, il y en a beaucoup plus certainement, mais j'ai identifié en gros 6 fractures qui existent entre l'élève et le milieu scolaire, au niveau, par exemple, de la réalité de l'élève, au niveau des attentes, puis aussi des possibilités qui sont offertes dans le milieu scolaire. Par exemple, la fracture 1, la première, on parle d'instantanéité. Les élèves veulent tout maintenant, tandis que l'école fait l'éloge de la lenteur. Le meilleur exemple, c'est ma propre fille, qui a un iPad depuis que l'iPad est sorti, et qui, elle, juste pour faire une petite anecdote rapide, prend l'iPad, ouvre ça la première fois, les yeux ronds comme ça, prend son petit doigt à 2 ans et demi, puis commence à... Bon, on avait mis un jeu, là, on n'avait quand même pas mis un travail de doctorat à faire, là, puis elle prend son petit doigt, puis elle commence à bouger des formes. Facile, comme ça. Mais parallèlement à ça, les iPads sont rentrés dans les écoles quelques mois plus tard, et qu'est-ce qu'on entendait de la part des enseignants? On a besoin de formation. Une formation sur comment ouvrir une tablette. Comment utiliser une tablette, comment se brancher Internet, comment se débrancher Bluetooth, etc. C'est quand même assez particulier. Les élèves ont ça rapidement, les jeunes ont ça rapidement. Mais nous, ils sont aventuriers, nos jeunes, les enfants. Nous, on a une autre approche aussi plus pédagogique. On prend en connaissance ces différentes craintes, différents obstacles. Mais à quel point c'est facile, c'est intéressant. Donc, toujours, pour vous parler de ma fille, à un moment donné, on est en train de faire à souper et ma blonde n'est toujours pas arrivée. Puis avec ma fille, ma plus jeune encore une fois, qui en a pas mal dedans, elle me dit « Papa, est où Marie? » Je dis « Bien, Marie est dans le trafic. On fait partie de cette génération de personnes qui perdent beaucoup de temps dans le trafic. Donc, oui, mais elle est où? Bien, elle est dans son auto. Oui, mais où dans son auto? Là, elle prend mon téléphone qui est sur le bureau, elle ouvre ça. Évidemment, elle connaît mon code, tuc, tuc, tuc. Et elle ouvre le logiciel, elle dit « Elle est là, Marie. » Donc, est-ce qu'elle voulait voir, c'est au coin de quelle rue était où sur l'autoroute? Maintenant, tout de suite. Alors, c'est ça nos élèves, c'est ça nos enfants. Puis, un autre exemple, tant qu'à parler de mon enfant, je vais vous en parler encore une fois. Avoir su, je vous aurais mis une petite photo. Prenez, quand vous avez des jeunes enfants, là, je parle entre 3 et 7, 8 ans, quand vous leur prêtez votre tablette, puis vous la récupérez après, regardez le nombre d'applications qui ont été ouvertes. C'est assez incroyable. Ça joue, oh, je t'en ai clac, oh, je t'en ai clac, oh, je t'en ai clac. Ces jeunes-là arrivent dans nos classes après, là. Puis là, nous, on est devant, puis on parle, puis on parle, puis on parle, puis on parle, puis on parle pendant 5 cours,
pendant 7 heures par jour, pendant 180 jours multiplié par 11 ans. Imaginez comment les élèves se sentent. Je continue. La fracture numéro 2, donc les élèves, dans leur poche, ont accès à la somme des connaissances qui est offerte par Google, qui rentre très, très bien dans le creux de leurs mains avec leurs pouces. Ils sont capables d'aller chercher toute cette information-là. Et nous, à l'école, on les empêche d'utiliser toute la panoplie d'appareils électroniques possibles, imaginables, qui pourraient exister. Fracture numéro 3, l'information, elle est partout, mais on essaie de maintenir le monopole de la connaissance du manuel scolaire, entre autres, et de l'enseignant. Fracture numéro 4, les élèves peuvent avoir accès à de l'information un petit peu partout. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à prendre ça en note. La recherche de Sugata Mitra, qui est un prof d'université à l'Université de Newcastle, si ma mémoire est bonne, qui est d'origine indienne, qui a placé un ordinateur dans un mur, dans un quartier défavorisé, puis qui observait les jeunes s'enseigner entre eux, donc essayer des choses, puis les transmettre aux autres. Puis il en vient à des conclusions assez intéressantes. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous irez jeter un petit coup d'œil. Mais l'information, elle est partout. Donc, l'éducation, il faut qu'elle prenne une autre tournure. Il faut que ça soit autre chose que la diffusion d'informations en bonne et due forme. La fracture numéro 5, donc la collaboration, alors que, comme je vous expliquais tantôt, tout le côté contrôlant, le côté silo qui est toujours ancré dans nos écoles. Et la fracture numéro 6, la création, l'exploration, les jeunes veulent créer, explorer. Vous avez peut-être entendu parler de l'avènement des makerspaces. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, des Fab Labs. Les élèves veulent fabriquer, veulent créer du matériel. Je voyais dernièrement, j'ai un collègue qui m'a envoyé, une élève qui a créé un rapporteur d'angle avec un peigne dans le même bidule. Là. Voir si je l'aurais pris en photo, je vous l'aurais montré, c'était bien, avec ce qu'il faut pour enrouler des écouteurs. Donc lui, il s'est fait un modèle 3, en réalité 4 en 1 parce qu'il y a une petite règle aussi là-dedans. Fait que tout l'élève a fait ça lui-même dans son école de A à Z. Donc, il a fait le design, il a fait la coupe et la graduation et tout. C'est quand même assez intéressant. Donc, les élèves veulent créer, explorer et on contrôle toujours les élèves et surtout, on est pressé pour passer la matière. Vous avez sûrement que c'est des choses que vous avez déjà entendues, vous avez peut-être même déjà dites et coupable, moi aussi, je l'ai déjà dit, évidemment. Alors, on n'est pas en enseignement des guichets automatiques de savoir. 2 petites caricatures qui m'ont été, une qui m'a été prêtée par Challenge You. Donc, l'enseignant qui sculpte les pensées de ses élèves. Et la deuxième, que je trouve vraiment forte aussi, que j'ai trouvée sur Internet, donc papa bûche qui va porter la bûche, son enfant bûche, à un enseignant qui va s'occuper de la tailler pour faire des madriers comme tous les autres élèves. Donc, tout l'aspect conformisme dans les écoles qui date des années 40, qui date de beaucoup plus avant ça, mais qui date des modèles de nos parents qui sont toujours en train d'essayer de survivre dans notre société de plus en plus ouverte aujourd'hui. Donc, autrement dit, tout ça pour dire qu'on doit déconstruire l'ancien système pour reconstruire un nouveau paradigme, comme on disait tantôt. Et ce qui est important aussi, c'est que quand, je vais le dire en anglais parce que c'est quelque chose qui m'est passé sous les yeux dans Twitter, puis je ne sais pas, je m'excuse, j'ai aucune part dans Twitter, puis de toute façon, je pense qu'à la bourse Twitter, ça n'a pas trop marché, mais il faut vous abonner à Twitter, c'est assez incroyable, toutes les informations qui circulent au niveau de l'éducation. Facebook, c'est intéressant aussi, il y a des belles pages, tout ça, mais Twitter, c'est un fleuve continu dans lequel on peut se baigner. Bon, c'est peut-être pas le temps de parler de baignade dans le fleuve présentement, là, mais quand même assez intéressant, où est-ce que je vous encourage vraiment à vous ouvrir un compte, c'est de la formation continue, sans effort, c'est assez incroyable. Puis vous pouvez y accéder quand ça vous tente, un petit 5 minutes le matin, un petit 5 minutes le soir et le tour est joué. Donc, sur Twitter, j'ai vu une phrase qui dit « reschooling », donc implique le retooling. Donc, pour refaire l'école, il faut refaire les outils. Et c'est en ce sens-là que la technopédagogie entre en ligne de compte. Alors, vous avez probablement déjà vu cette petite photo-là. Tout ce qui rentrait, ce qui était différents appareils en 1994, deviennent un seul appareil en 2014 et tout est rentré dans le même bidule. D'accord? Je sais que le terme technopédagogie est contesté. Et puis, de toute façon, ici, ce n'est pas de faire un exercice de sémantique. Tout est technologique, dans le fond. Un crayon, c'est de la technopédagogie aussi, quand on y pense, puis même le cahier d'exercice, ça l'est. Mais ce qui est important de comprendre avec l'outil technologique, c'est un outil qui amplifie l'apprentissage, amplifie la pédagogie et aussi amplifie les bons coups et les moins bons coups
des enseignants et les bons coups et les moins bons coups, évidemment, des élèves. Donc, c'est comme, d'un certain sens, une loupe qu'on met sur tout l'acte d'enseignement et d'apprentissage. Alors, c'est peut-être un peu ce qui fait peur à beaucoup de personnes. Et surtout, dans tout ça, c'est que la pédagogie doit être, c'est-à-dire la technologie doit être au service de la pédagogie. Si on utilise la technologie comme étant à la recherche d'un problème à résoudre, on a un problème. C'est le contraire. Il faut que la pédagogie fasse appel à la technologie pour l'aider. Et encore là, je pense que les nouvelles pratiques technologiques ne sont pas toutes des pratiques qui sont, les nouvelles pratiques pédagogiques qui ne sont pas toutes technologiques. Je vois absolument rien, Mme Labarre, je m'excuse. J'ai rien compris de plus. On a terminé? OK. Donc, j'ai presque terminé. Alors, écoutez, ce que je voulais... Je vais aller à ma conclusion. Je vais aller à ma conclusion. Ce que je vous dirais, peut-être des points forts tout simplement sur comment reprendre le contrôle de l'éducation. Dans un premier temps, je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on appellerait hacker. Je sais que c'est un anglicisme, c'est un terme qui n'est peut-être pas très populaire avec toute la question des pirates informatiques, mais hacker l'information. Donc, aller chercher, rendre l'élève, lui permettre de passer par d'autres chemins pour aller derrière tout l'aspect... de préparation, puis toute la démarche d'apprentissage. Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. Deuxièmement, la question aussi de rendre la formation scolaire et la vie professionnelle un peu plus mieux arrimée. C'est quelque chose de très, très, très important, bien évidemment. La transformation du personnel qui travaille dans l'école aussi, bien sûr, c'est un incontournable. Le réseautage, j'adore cette image-là. Je suis venu, j'ai vu, j'ai tweeté. Donc, l'importance d'échanger des informations, comme je vous le disais tantôt. Adopter une posture d'apprenant, donc lire. Bon, évidemment, celui à droite, c'est mon livre qui est excellent, soit dit en passant. Puis comme par hasard, j'en ai amené quelques-uns, je sais qu'il y en a qui sont intéressés. Et aussi, celui de gauche, longtemps, je me suis ennuyé à l'école. C'est tout nouveau, ça a été écrit en France. Mais je peux vous dire que ça donne une méchante claque à toutes les personnes qui travaillent en éducation, du primaire jusqu'à l'université. Alors, si vous cherchez quelque chose pour vous faire secouer les puces, lisez ce livre-là, vous allez voir que ça remet les choses en perspective. Alors, écoutez, je vous pose, est-ce que je peux poser 2-3 questions rapidement, mais qui n'exigent pas de réponse, mais je termine toujours, puis je trouve ça fort de dire ça aux enseignants quand je m'adresse à eux. Question numéro 1, est-ce que vous toléreriez que votre médecin n'ait pas suivi de formation depuis 15-20 ans lorsqu'il vous traite? OK? Ça, c'est la première chose que je demande aux enseignants. Deuxièmement, si vous étiez élève, est-ce que vous aimeriez être dans votre propre classe? Et il y en a 6-7. Je vais vous en poser une dernière. Là, je vois qu'il y en a qui rient déjà. Si vos élèves avaient le choix, est-ce qu'ils assisteraient à vos cours? Alors, je vous laisse sur ces questions-là. Et si jamais vous voulez me rejoindre ou me retrouver, c'est quand même assez facile sur les réseaux sociaux. Alors, bonne journée à vous. Merci beaucoup.